terminer la 7e partie en parlant des changements qui s'opèrent pour répondre aux besoins de spéculer du réseau. Nous l'avons vu, ces changements touchent l'agroalimentaire par une uniformisation des normes d'inspection et la création de plantes et d'animaux génétiquement modifiés. Bon, maintenant, je continue avec l'eau. Bon, je pose cette question. Connaissez-vous le projet sur le futur de l'Amérique du Nord 2025? Bon, c'est un genre de table ronde qui se fait à huis clos entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Au Canada, ça se fait par le soutien du Conference Board of Canada, où se retrouvait Heathers Monroe Blum, chancelière de l'Université McGill, membre du CFR, du Bilderberger, et qui est aussi un proche du WWIC. À fin de compte, c'est à travers ce projet que on gère, entre les trois pays, l'accord et les retombées, j'oserais dire, de l'ALENA dans les prochaines années. Bon, selon l'ALENA, aussitôt que le Canada exporte de l'eau douce vers les États-Unis, l'eau devient une marchandise. Ce qui veut dire que l'eau devient un bien public. Et si, quand on parle de partage équitable, si un endroit est asséché, c'est que le pays qui possède plus d'eau doit automatiquement permettre l'exportation. C'est que tu n'as pas le choix de refuser. C'est obligatoire. Bon, on peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines années avec l'ALENA, mais sauf qu'on sait qu'on marche sur un fil, puis qu'on sait aussi que la CIA apprécie qu'on soit sur un fil en état d'équilibre, à savoir si on va tomber ou pas, parce que la CIA anticipe depuis déjà longtemps l'exportation des eaux du Nord vers les États-Unis. Pour aider à la réalisation de ce projet, Harriet Babbitt se lève les manches. Madame Babbitt est membre du WWICS, du CFR et aussi du National Democratic Institute. On ne connaît pas encore le NDI, National Democratic Institute. En fin de compte, il s'agit d'un ONG, organisme non gouvernemental, qu'on accuse d'être une tentacule de la CIA. Puis, bon, je dois mentionner que le NDI est quand même connu, du moins est connu par le journaliste et commentateur Éric Duhaime, parce qu'il est lui-même membre d'un organisme qui est sous le parapluie du NDI. Puis en fin de compte, le NDI a aussi fait les manchettes en février 2012 parce que des membres égyptiens, donc des membres qui étaient présents en Égypte, ont été arrêtés. Ça comprenait le fils du ministre du Transport américain Sam Lahoud. Ils ont été accusés d'avoir tenu des activités illégales soutenues par du financement étranger. Pendant, en fin de compte, que tout se trame pour, j'oserais dire, pour exporter nos eaux potables vers les États-Unis, moi je remarque qu'il y a des vagues qui passent, où les articles et les reportages se multiplient pour préparer l'opinion publique à cette éventualité d'exporter nos eaux potables. Est-ce un hasard ou le fruit de vieilles relations avec des coteries, avec la CIA et des journalistes provenant de pays membres de l'OTAN qui participaient à la première réunion du Bilderberger en 1954. Pendant qu'on réfléchit à la question, on doit aussi comprendre que le fameux plan Nord de Charest, honoré du WWIC, va assurément ouvrir le passage de l'eau. Puis on ne sait pas comment ça va se faire, mais je sais assurément que les spéculateurs, une fois qu'ils vont avoir les pieds dans la mare, ils vont discuter, hey, ça n'a pas d'allure, les mouches se ramassent là, on est dévorés, tu pourrais pas exporter ça aux États-Unis, ça ferait moins de mouches, ou encore les moustiques. Mais encore, que pouvons-nous attendre de l'AECG, l'accord qui est dans le dossier de l'exportation des eaux, donc on parle de l'accord entre l'Europe et le Canada qui est en train de se signer. On sait que Pierre-Marc Johnson négocie cet accord pour le gouvernement de John Charest. J'ajoute qu'à la fin du mois de novembre 2011, il fut accusé par le député de Québec solidaire Amir Kadir d'être trop près de la multinationale française Veolia Environnement, une entreprise qui se spécialise dans les services publics comme l'énergie, les déchets. Oh, on va les voir au Parlement de Québec et Ottawa.
le transport de voyageurs et l'eau, des domaines touchés par l'accord. On parle de l'AECG toujours. Enfin, Veolia Environnement a pour chairman, depuis 2009, Joachim Betterlich, ancien ambassadeur de l'OTAN à Bruxelles et membre des Amis de l'Europe, un groupe d'experts qui empruntent le sentier du marché transatlantique, un peu comme le fait le CFR avec l'Amérique. Des pions se placent aussi sur l'échiquier pour garantir un approvisionnement en énergie souhaité par la CIA aussi, je le mentionne. De son côté, le Woodrow Wilson Institute s'intéresse à la bonne gestion de l'énergie nucléaire. Le gouvernement Charest suit cette route en tentant de lier l'énergie nucléaire à une énergie propre. En fin de compte, je l'espère, tout autant que les sables bitumineux, excusez-moi. En fin de compte, le mandat de John Charest a ouvert la porte à la prospection d'uranium dans le cadre de la mise sur pied de son plan Nord. Bien sûr, des gens ont manifesté, ils manifestent toujours, dont le groupe Cette île sans uranium. Heureusement, pour éviter que John s'épuise à force de lutte contre les droits du peuple puis le droit de manifester, Stephen Harper a prononcé un discours du trône clair et limpide le 3 mars 2010. Voici un extrait tiré d'un texte de François Desjardins paru dans Le Devoir du 4 mars. Le gouvernement veillera à ce qu'aucun règlement inutile ne nuise à la croissance économique de l'industrie canadienne d'extraction minière d'uranium en soumettant indûment l'investissement étranger à des restrictions. Donc, non seulement aucune loi ne doit encadrer cette exploitation et les risques encourus, mais quelques jours après ces mots de tolérance de M. Stephen Harper, Barack Obama est devenu à son tour un protecteur du nucléaire en annonçant des investissements importants. Bref, rien pour nuire aux ambitions du Bilderberg, du CFR, du WWICS, de la Commission trilatérale et aussi des amis de la CIA. Pour prix, les conséquences sont maintenant à l'image du réseau. Profiter du désengagement de l'État et de nouvelles lois pour se payer des opérations occultes, ou encore, j'oserais dire, des politiques du secret. Ainsi, le 27 décembre 2011, j'apprenais par Le Devoir et la Société Radio-Canada que des centaines de kilos d'uranium enrichi pouvant servir à la fabrication de plusieurs bombes atomiques ont transigé de la centrale Shark River en Ontario vers les États-Unis. Ce transport avait pour objectif d'éviter que les terroristes mettent la main sur cet uranium. En fin de compte, j'ose dire que je suis perplexe. Lors d'une petite recherche, il y a déjà peut-être 2004, sur la découverte d'un taux élevé de strontium 90 dans les dents de jeunes enfants américains, une matière qui témoigne d'une exposition à des radiations, je prenais connaissance de la disparition de matières radioactives dans des sites d'entreposage américains. Sécurité? Passons maintenant vers cette rumeur. Le nord du Québec pourrait devenir le site d'enfouissement des déchets, c'est déjà le cas, mais là on parle de déchets radioactifs. Des déchets radioactifs du Canada et de d'autres pays. Il manque par contre une étape à franchir, sauf que, là je dois mentionner que quand je dis ça, j'ai pas vérifié, mais ça me vient d'un physicien qui connaît le dossier, mais j'ai pas vérifié derrière lui, ça peut arriver des fois qu'on commette des erreurs involontairement. Donc, je m'excuse de ne pas avoir vérifié. C'est un manque de temps de ma part, mais pas nécessairement un manque de sérieux. Bon, pour avoir ce droit, donc le droit de devenir, d'enfouir des déchets radioactifs, la belle province doit avoir au moins une centrale nucléaire en activité sur son territoire. Est-ce la raison de cette coûteuse et contestée réfection de la centrale Gentilly 2? En décembre 2011, pendant que la question attendait une réponse, Pierre Mac Johnson, négociant de l'accord du libre-échange entre le Canada et l'Union européenne,
comparait l'Assemblée à un tribunal du peuple populiste et démagogue en réaction à l'intervention du député Amir Kadir qui lui demandait au nom de la population, parce que la population n'a pas accès à ces gens, c'est donc le député qui a pris cette responsabilité pour poser des questions. Donc, il a demandé à Pierre-Marc Johnson s'il avait rencontré des lobbyistes de SNC-Lavalin, sa division nucléaire, des filiales de Power Corporation, via Areva, ou des lobbyistes de la gestion des déchets nucléaires. Est-ce que Amir Kadir aurait été impoli pour recevoir une réponse d'être traité de populiste, de tribunal du peuple et de démagogue de la part de Daniel Johnson? Ou c'est encore que Daniel Johnson n'a pas aimé la question. Il a préféré attaquer Amir Kadir plutôt que d'y répondre, comme ça se fait souvent actuellement au Parlement. Ça devient une culture de mépris et d'arrogance actuellement. C'est désolé, mais des fois, il faudrait réfléchir avant de voter. Parce qu'à un moment, ça finit par avoir des reflets sur le reste. Puis donc, je continue. Quand on parle d'énergie, pour l'électricité, la rumeur circule que la privatisation d'Hydro-Québec, du moins partiellement, serait au menu de l'AECG de Johnson. Et encore une fois, l'information ne coule pas par les gourous de l'infodivertissement et personne ne parle des montants empruntés sur le marché étranger pour le plan Nord. Bon, quand on parle de montants empruntés, c'est sur le marché étranger, ce n'est plus au Québec, exemple, à la Caisse de dépôt. Donc, on est tributaire des humeurs de banques étrangères. Si on ne remet pas notre prêt, ou encore les intérêts, ou encore parce qu'on est mal coté, notre économie va pas bien, notre cote diminue, l'intérêt augmente, c'est que la croissance de l'endettement sur le marché étranger qui se fait par le soutien du gouvernement Charest, actuellement, il faut le mentionner, il n'y a aucun chiffre qui parle d'endettement étranger sous son règne, c'est occulte et secret. Politique du secret, on nous prépare quelque chose, ça sera pas drôle, ça va nous coûter très cher. C'est mon impression, puis je dis pas ça pour faire peur aux gens, là. Bon, ça va provoquer inévitablement une vague de privatisation si une nouvelle crise nuisait au remboursement des intérêts. Cela veut dire que si Hydro ne passe pas au privé par l'AECG, ou encore par toutes sortes d'accords, l'AECG de Johnson, question de ne pas nuire à l'élection de John et à sa réputation autoproclamée de grand bâtisseur, le temps fera le travail en profitant de l'économie du secret du bon gouvernement pour privatiser la société d'État du très cher Terry Vandal. La suite à la 9e vidéo. Merci. L'économie est à l'eau, faut pas couper sur nos ordures, faut exploiter notre mère nature, en dépit que ça n'a pas d'allure. Mais nous on se gênera pas, votre saccage on n'en veut pas, votre théorie de l'évolution qui fonctionne par la destruction. Est un bien public, elle fonctionne pas, votre petite gamique, une petite centrale sans pollution, quoi on n'est pas des cons, mais nous on se gênera pas, votre saccage on n'en veut pas, votre théorie de l'évolution qui fonctionne par la destruction. Laissez donc notre terre en paix, notre petit monde si parfait. Votre désir d'en avoir plus devrait mourir avant d'être nul. Mais nous on se gênera pas, votre saccage on n'en veut pas, votre théorie d'évolution qui fonctionne par la destruction. Paradis détruit, mon Dieu, pour vous payer une plus grosse vie. Attention, on se laissera pas faire, on laissera pas prendre notre privé.